Bonjour et bienvenue pour cette séance d'ASMR, relaxation et d'hypnose pour s'endormir. Je t'invite à t'abonner avant que tes yeux soient complètement fermés. Je t'invite à t'installer confortablement sur ta chaise, ton lit ou ton hamac. Dès que tu seras endormi, tu penseras à mettre un commentaire pour dire que ça a marché. Je vais te lire un livre qui a une haute teneur soporifique, Les Confessions de Rousseau. Je te souhaite une bonne écoute et un bon endormissement. Première partie. Voici le seul portrait d'homme peint exactement d'après nature et dans toute sa vérité, qui existe et qui probablement existera jamais. Qui que vous soyez, que ma destinée ou ma confiance ont fait l'arbitre du sort de ce cahier. Je vous conjure par mes malheurs, par vos entrailles et au nom de toute l'espèce humaine, de ne pas anéantir un ouvrage unique et utile, lequel peut servir de première place de comparaison pour l'étude des hommes, qui certainement est encore à commencer, et de ne pas ôter à l'honneur de ma mémoire le seul monument sûr de mon caractère qui n'ait pas été défiguré par mes ennemis. Enfin, fussiez-vous vous-même un de ces ennemis implacables, cessez de l'être envers ma cendre, et ne portez pas votre cruelle injustice jusqu'au temps où ni vous ni moi ne vivrons plus, afin que vous puissiez vous rendre au moins une fois le noble témoignage d'avoir été généreux et bon quand vous pouviez être malfaisant et vindicatif. Si tant est que le mal qui s'adresse à un homme qui n'en a jamais fait ou voulu faire puisse porter le nom de vengeance. Jean-Jacques Rousseau. Livre 1. Intus et incute. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. Je le dis bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien eu de mauvais, rien ajouté de bon. Et s'il m'est arrivé d'employer quelques ornements indifférents, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai su supporter vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l'ai été, bon, généreux, sublime, quand je l'ai été. J'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même, être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables. Qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes mémoires, de mes misères, que chacun d'eux découvre à son tour ton cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise, s'il ose, je fus un meilleur que cet homme-là. Je suis né à Genève en 1712 d'Isaac Rousseau, citoyen, et de Suzanne Bernard, citoyenne. Un bien fort médiocre à partager entre 15 enfants, ayant réduit presque à rien la portion de mon père. Il n'avait pour subsister que son métier d'horloger, dans lequel était à la fois vérité fort habile. Ma mère, fille du ministre Bernard, était plus riche. Elle avait de la sagesse et de la beauté. Ce n'était pas sans peine que mon père l'avait obtenue. Leur amour avait commencé presque avec leur vie. Dès l'âge de 8 à 9 ans, ils se promenaient ensemble tous les soirs sur la treille. À 10 ans, ils ne pouvaient plus se quitter.
La sympathie, l'accord des âmes affermit en eux le sentiment qui avait produit l'habitude. Tous deux, nés tendres et sensibles, n'attendaient que le moment de trouver dans un autre la même disposition, ou plutôt ce moment les entendait eux-mêmes, et chacun d'eux jeta son cœur dans le premier qui s'ouvrit pour le recevoir. Le sort qui semblait contrarier leur passion ne fit que l'animer. Le jeune amant, ne pouvant obtenir sa maîtresse, se consumait de douleur. Elle lui conseilla de voyager pour l'oublier. Il voyagea sans fruit et revint plus amoureux que jamais. Il retrouva celle qu'il aimait, tendre et fidèle. Après cette épreuve, il ne restait qu'à s'aimer toute la vie. Ils le jurèrent et le ciel bénit leur serment. Gabriel Bernard, frère de ma mère, devint amoureux d'une des sœurs de mon père, mais elle ne consentit à épouser le frère qu'à condition que son frère épouserait la sœur. L'amour arrangea tout, et les deux mariages se firent le même jour. Ainsi mon oncle était le mari de ma tante, et leurs enfants furent doublement mes cousins germains. Il en naquit un de part et d'autre au bout d'une année. Ensuite il fallut encore se séparer. Mon oncle Bernard était un ingénieur. Il alla servir dans l'Empire et en Hongrie sous le prince Eugène. Il se distingua au siège et à la bataille de Belgrade. Mon père, après la naissance de mon frère unique, partit pour Constantinople, où il était appelé, et devint l'orgé du sérail. Durant son absence, la beauté de ma mère, son esprit, ses talents lui attirèrent des hommages. Monsieur de la Closure, résident de France, fut des plus empressés à lui en offrir. Il fallait que sa passion fût vive, puisqu'au bout de 30 ans, je l'ai vue s'attendrir en me parlant d'elle. Ma mère avait plus que de la vertu pour s'en défendre. Elle aimait tendrement son mari. Elle le pressa de revenir. Il quitta tout et revint. Je fus le triste fruit de ce retour. 10 mois après, je naquis infirme et malade. Je coûtais la vie à ma mère. Et ma naissance fut le premier de mes malheurs. Je n'ai pas su comment mon père supporta cette perte, mais je sais qu'il en s'en consola à jamais. Il croyait la revoir en moi, sans pouvoir oublier que je la lui avais ôtée. Jamais il ne m'embrassa, que je ne sentisse à ses soupirs, à ses convulsions étreintes, qu'un regret amer se mêlait à ses caresses. Elle n'en était que plus tendre. Quand il me disait « Jean-Jacques, parlons de ta mère », je lui disais « Eh bien, mon père, nous allons donc pleurer. » Et ce mot seul lui tirait déjà des larmes. « Ah, disait-il en gémissant, rends-la-moi, console-moi d'elle, remplis le vide qu'elle a laissé dans mon âme. T'aimerais-je ainsi tu n'étais que mon fils ?» 40 ans après l'avoir perdu, il est mort dans les bras d'une seconde femme. Mais le nom de la première à la bouche, et son image au fond du cœur. Tels furent les auteurs de mes jours, de tous les dons que le ciel leur avait départis. Un cœur sensible est le seul qui me laissèrent. Mais ils avaient fait leur bonheur et fit tous les malheurs de ma vie. J'étais né presque mourant. On espérait peu de me conserver. J'apportais le germe d'une incommodité que les ans ont forcée, et qui maintenant ne me donne quelquefois des relâches que pour me laisser souffrir plus cruellement d'une autre façon. Une sœur de mon père, fille aimable et sage, prit si grand soin de moi qu'elle me sauva. Au moment où j'écris ceci, elle est encore en vie, soignant à l'âge de 80 ans. Un mari plus jeune qu'elle, mais usé par la boisson. Chère tante, je vous pardonne de m'avoir fait vivre, et je m'afflige de ne pouvoir vous rendre à la fin de vos jours les tendres soins que vous m'avez prodigués au commencement des miens. J'ai aussi ma vie, Jacqueline, encore vivante, saine et robuste. Les mains qui m'ouvrirent les yeux à ma naissance pourront me les fermer à ma mort. Je sentis avant de penser, c'est le sort commun de l'humanité. Je l'éprouvais plus qu'un autre. J'ignore ce que je fis jusqu'à 5 ou 6 ans. Je ne sais comment j'appris à lire. Je ne me souviens que de mes premières lectures et de leur effet sur moi. C'est le temps d'où je date sans interruption la conscience de moi-même. Ma mère avait laissé des romans. Nous nous mîmes à les lire après souper, mon père et moi.
Il n'était question d'abord que de m'exercer à la lecture par des livres amusants. Mais bientôt, l'intérêt devint si vif que nous lisions tour à tour sans relâche, et passions les nuits à cette occupation. Nous ne pouvions jamais quitter qu'à la fin du volume. Quelquefois, mon père, entendant le matin les hirondelles, disait, tout honteux, allons-nous coucher, je suis plus enfant que toi. En peu de temps, j'acquis par cette dangereuse méthode non seulement une extrême facilité à lire et à m'entendre, mais une intelligence unique à mon âge sur les passions. Je n'avais aucune idée des choses que tous les sentiments m'étaient déjà connus. Je n'avais rien conçu, j'avais tout senti. Ces émotions confuses que j'éprouvais coup sur coup n'altéraient point la raison que je n'avais pas encore, mais elles m'en formèrent une d'une autre trempe, et me donnèrent de la vie humaine des notions bizarres et romanesques, dont l'expérience et la réflexion n'ont jamais bien pu me guérir. Les romans finirent avec l'été de 1719. L'hiver suivant, ce fut autre chose. La bibliothèque de ma mère épuisée, on eut recours à la portion de celle de son père qui nous était échue. Heureusement, il s'y trouva des bons livres, et cela ne pouvait guère d'être autrement, cette bibliothèque ayant été formée par un ministre, à la vérité, et savant même, car c'était la mode alors, mais homme du goût et d'esprit, l'histoire de l'Église et de l'Empire, par Le Sueur. Le discours de Bossuet sur l'histoire universelle, les hommes illustres de Plutarque, l'histoire de Venise par Nani, les métamorphoses d'Ovide, la Bruyère, les mondes de Fontenelle, ces dialogues des morts et quelques tomes de Molière furent transportés dans le cabinet de mon père, et je les lui lisais tous les jours durant son travail. J'ai pris un goût rare et peut-être unique à cet âge. Plutarque surtout devint ma lecture favorite. Le plaisir que je prenais à le relire sans cesse me guérit un peu des romans, et je préférais bientôt Agésilisas, Brutus, Aristide, à Orondates, Aratamène et Juba. De ces intéressantes lectures, des entretiens qu'elles occasionnaient entre mon père et moi, se forma cet esprit libre et républicain, ce caractère indomptable et fier, impatient de jouir et de servitude, qui m'a tourmenté tout le temps de ma vie dans les situations les moins propres à lui donner l'essor, sans cesse occupé de Rome et d'Athènes, vivant, pour ainsi dire, avec leurs grands hommes, né moi-même citoyen d'une république, et fils d'un père dont l'amour de la patrie était la plus forte passion. Je m'en enflammais à son exemple. Je me croyais grec ou romain. Je devenais le personnage dont je lisais la vie, le récit des traits de constance et d'intrépidité qui m'avaient frappé et me rendaient les yeux étincelants et la voix forte. Un jour que je racontais à table l'aventure de Scaevola, on fut effrayé de me voir avancer et tenir la main sur un réchaud pour représenter son action. J'avais un frère plus âgé que moi de 7 ans. Il apprenait la profession de mon père. L'extrême affection qu'on avait pour moi le faisait un peu négliger, et ce n'est pas cela que j'approuve. Son éducation se sentit de cette négligence. Il prit le train du libertinage, même avant l'âge d'être un vrai libertin. On le mit chez un autre maître, d'où il faisait des escapades comme il en fait de la maison paternelle. Je ne le voyais presque point, à peine puis-je dire d'avoir fait connaissance avec lui. Mais je ne laissais pas de l'aimer tendrement. Il m'aimait autant qu'un polisson peut aimer quelque chose. Je me souviens qu'une fois que mon père le châtiait rudement et avec colère, je me jetai impétueusement entre eux deux, l'embrassant étroitement, je le couvris assis de mon corps, recevant les coups qui lui étaient portés, et je m'obstinai si bien dans cette attitude qu'il fallut enfin que mon père lui fît grâce, soit désarmé par mes cris et mes larmes, soit pour ne pas me maltraiter plus que lui. Enfin, mon frère tourna si mal qu'il s'enfuit et disparut tout à fait. Quelque temps après, on sut qu'il était en Allemagne. Il n'écrivait pas une seule fois. On n'a pas eu plus de nouvelles depuis ce temps-là. Et voilà comment je suis demeuré fils unique. Si ce pauvre garçon fut élevé négligemment, il n'en fut pas ainsi de son frère, et les enfants des rois ne sauraient être soignés avec plus de zèle que je le fus durant mes premiers ans, idolâtré de tout ce qui m'environnait, et toujours ce qui est bien plus rare, traité en enfant chéri, jamais en enfant gâté. Jamais une seule fois, jusqu'à ma sortie de la maison paternelle,
On ne m'a laissé courir seul dans la rue avec les autres enfants. Jamais on n'eut à réprimer en moi ni à satisfaire aucune de ces fantasques humeurs qu'on impute à la nature et qui naissent toutes seules de la seule éducation. J'avais les défauts de mon âge. J'étais babillard, gourmand, quelquefois menteur. J'aurais volé des fruits, des bonbons, de la mangeaille, mais jamais je n'aurais pris plaisir à faire du mal, du dégât à charger des autres, à tourmenter de pauvres animaux. Je me souviens pourtant d'avoir une fois pissé dans la marmite d'une de nos voisines appelée Madame Clot, tandis qu'elle était au prêche. J'avoue même que ce souvenir me fait encore rire, parce que Madame Clot, bonne femme en demeurant, était bien la vieille la plus grognon que je connus de ma vie. Voilà la courte et véridique histoire de tous mes méfaits enfantins. Comment serais-je devenu méchant quand je n'avais sous les yeux que des exemples de douceur et autour de moi que les meilleurs leurs gens du monde? Mon père, ma tante, ma vie, mes parents, nos amis, nos voisins, tout ce qui m'environnait, ne m'obéissait pas à la vérité, mais m'aimait, et moi je les aimais de même. Mes volontés étaient si peu excitées et si peu contrariées qu'il ne me venait pas dans l'esprit d'en avoir. Je puis jurer que jusqu'à mon asservissement sous un maître, je n'ai su ce que c'était qu'une fantaisie. Or, le temps où je me laissais passer à lire ou écrire auprès de mon père et celui où mamie me menait promener, j'étais toujours avec ma tante à la voir broder, à l'entendre chanter, assis ou debout à côté d'elle, et j'étais content. Son enjouement, sa douleur, sa figure agréable m'ont laissé de si fortes impressions que je vois encore son air, son regard, son attitude. Je me souviens de ses petits propos caressants. Je dirais comment elle était vêtue et coiffée, sans oublier les 2 crochets que ses cheveux noirs faisaient sur ses tempes selon la mode de ce temps-là. Je suis persuadé que je lui dois le goût, ou plutôt la passion pour la musique, qui ne s'est bien développée en moi que longtemps après. Elle savait une quantité prodigieuse d'airs et de chansons, avec un filet de voix forte douce. La sérénité, la sérénité d'âme de cette excellente fille, il règnait d'elle et de tout ce qui l'environnait, la rêverie et la tristesse. L'attrait que son chant avait pour moi fut tel que non seulement plusieurs de ses chansons me sont toujours restées dans la mémoire, mais qu'il m'en revient même aujourd'hui que je l'ai perdue, qui, totalement oublié depuis mon enfance, se retrace à mesure que je vieillis, avait un charme que je ne puis exprimer. Dirait-on que moi, vieux radoteur, rongé de soucis et de peine, je me surprends quelquefois à pleurer comme un enfant en marmottant ces petits airs d'une voix déjà cassée et tremblante. Il y en a un surtout qui m'est bien revenu tout entier quant à l'air, mais la seconde moitié des paroles s'est constamment refusée à tous mes efforts pour me la rappeler, quoiqu'il m'en revienne à confusément les rimes. Voici le commencement, et ce que j'ai pu me rappeler du reste. Tircis, je n'ose écouter ton chalumeau sur l'orneau, car on cause déjà dans notre armeau. Un berger, s'engager, sans danger, et toujours l'épine est sous la rose. Je cherche où est le charme attendrissant que mon cœur trouve à cette chanson. C'est un caprice auquel je ne comprends rien, mais il m'est de toute impossibilité de la chanter jusqu'à la fin sans être arrêté par mes larmes. J'ai 100 fois projeté d'écrire à Paris pour faire chercher le reste des paroles, si tant est que quelqu'un les connaisse encore, mais je suis presque sûr que le plaisir que je prends à me rappeler cet air s'évanouirait en partie, si j'avais la preuve que d'autres que ma pauvre tante Suzon l'ont chanté. Telles furent les premières affections de mon entrée à la vie. Ainsi commençait à se former ou à se montrer en moi ce cœur à la fois si fier et si tendre, ce caractère efféminé, mais pourtant indomptable, qui, flottant toujours entre la faiblesse et le courage, entre la mollesse et la vertu, m'a jusqu'au bout mis en contradiction avec moi-même, et a fait que l'abstinence et la jouissance, le plaisir et la sagesse ont également échappé. Ce train d'éducation fut interrompu par un accident dont les suites ont influencé sur le reste de ma vie. Mon père eut un démêlé avec un monsieur Gauthier, capitaine en France et apparenté dans le conseil.
Ce Gauthier, homme insolent et lâche, saigna du nez, et pour se venger accusa mon père d'avoir mis l'épée à la main dans la ville. Mon père, qu'on voulut envoyer en prison, s'obstinait à vouloir que, selon la loi, l'accusateur y entrât aussi bien que lui, n'ayant pu l'obtenir. Il aima mieux sortir de Genève et s'expatrier pour le reste de sa vie que de céder sur un point où l'honneur et la liberté lui paraissaient compromis. Je restais sur la tutelle de mon oncle Bernard, alors employé aux fortifications de Genève. Sa fille aînée était morte, mais il avait un fils de même âge que moi. Nous fûmes mis ensemble à Bosset, en pension chez le ministre Lambertier, pour y apprendre avec le latin tout le menu fatras dont on l'accuse sous le nom d'éducation. 2 ans passés au village adoucirent un peu mon apprêté romaine et me ramenèrent à l'état d'enfant. À Genève, où l'on ne m'imposait rien, j'aimais l'application, la lecture, c'était presque mon seul amusement à Bosset. Le travail me fit aimer les jeux qui lui servaient de relâche. La campagne était pour moi si nouvelle que je ne pouvais me lasser d'en jouir. Je pris pour elle un goût si vif qu'il n'y a jamais pu s'éteindre. Le souvenir des jours heureux que j'y ai passés m'a fait regretter son séjour et ses plaisirs dans tous les âges jusqu'à celui qui m'y a ramené. Monsieur Lambertier était un homme fort raisonnable qui, sans négliger notre instruction, ne nous chargeait point de devoirs extrêmes. La preuve qu'il s'y prenait bien et que, malgré mon aversion pour la gêne, je me suis rappelé avec dégoût de mes heures d'études, et que, si je n'appris pas de lui beaucoup de choses, ce que j'appris, je l'appris sans peine et n'en ai rien oublié. La simplicité de cette vie champêtre me fit un bien d'un prix inestimable en ouvrant mon cœur à l'amitié. Jusqu'alors je n'avais connu que des sentiments élevés, mais imaginaires. L'habitude de vivre ensemble dans un état paisible m'unit tendrement à mon cousin Bernard. En peu de temps j'eus pour lui des sentiments plus affectueux que ceux que j'avais eus pour mon frère et qui ne sont jamais effacés. C'est un grand garçon fort, efflanqué, fort fluet, aussi doux d'esprit que faible de corps, et qui n'abusait pas trop de la prédilection qu'on avait pour lui dans la maison comme fils de mon tuteur. Nos travaux, nos amusements, nos goûts étaient les mêmes. Nous étions seuls, nous étions de même âge, chacun des deux avait besoin d'un camarade. Nous séparer était en quelque sorte nous anéantir. Quoique nous eussions peu d'occasion de faire preuve de notre attachement, l'un pour l'autre il était extrême et non seulement nous ne pouvions vivre un instant séparés, mais nous n'imaginions pas que nous puissions jamais l'être. Tous deux d'un esprit facile à céder aux caresses, complaisants quand on ne voulait pas nous contraindre. Nous étions toujours d'accord sur tout. Si par la faveur de ceux qui nous gouvernaient, il avait sur moi quelques ascendants sous leurs yeux quand nous étions seuls, et j'en avais un sur qui rétablir celle équilibre dans une étude, je lui soufflais sa leçon quand il hésitait. Quand mon thème était fait, je lui aidais à faire suivre le sien, et quand nos amusements mon goût plus actif, il lui servait toujours de guide. Enfin, nos 2 caractères s'accordaient si bien, et l'amitié qui nous unissait était si vraie, que dans plus de 5 ans que nous fûmes presque inséparables, tant à Bosset qu'à Genève. Nous nous battîmes souvent, je l'avoue, mais jamais on n'eut besoin de nous séparer. Jamais une de nos querelles ne dura plus d'un quart d'heure, et jamais une seule fois nous ne portâmes l'un contre l'autre aucune accusation. Ces remarques sont, si l'on veut, puériles, mais il en résulte pourtant un exemple peut-être unique depuis qu'il existe des enfants. La manière dont je vivais à Bosset me convenait si bien qu'il ne lui a manqué que de durer plus longtemps pour fixer absolument mon caractère, les sentiments tendres, affectueux, paisibles en faisant le fond. Je crois que je n'ai jamais vu de espèce de mécanisme de vanité que moi. Je m'élevais par élan et à des mouvements sublimes, mais je retombais aussitôt dans ma longueur. Être aimé de tous ceux qui m'approchaient était le plus vite de mes désirs, j'étais doux, mon cousin l'était. Ceux qui nous gouvernaient l'étaient eux-mêmes. Pendant 2 ans entiers, je ne fus témoin ni victime d'un sentiment violent. Tous nourrissaient tous dans mon cœur des dispositions qui retenues de la nature, et je ne connaissais rien d'autre de charmant que de voir tout le monde content de moi. Et de toute autre chose, je me souviendrai toujours qu'au temple répondait au catéchisme, rien ne me troublait plus que quand il m'arrivait d'hésiter que de voir que le visage de madame renversait les marques d'inquiétude et de peine. Cela m'affligeait plus que de la honte de mon cas public qui m'affectait pourtant extrêmement, que quoi qu'il en fût sensible aux louanges, je fus toujours beaucoup à la honte, et je pus dire à l'inquiétude et attendre la réponse de madame Renversée me donnait
moins d'armes que la crème de la chagrinée. Cependant, elle ne manquait pas au besoin de sévérité, non plus que mon frère, mais comme cette sévérité presque toujours juste, n'eût jamais emporté que j'en m'en affligeais, j'en mutilais, moi, j'étais plus fâché de les perdre que d'être payé. Le signe de contentement m'était plus cruel que la peine afflictive. Il est embarrassant de s'expliquer mieux, mais cependant, il évoque en changeant la jeunesse, et l'on voyait mieux. Les effets des celles qu'on emploie toujours indistinctement et souvent. La grande leçon qu'on peut tirer d'un exemple aussi commun que funeste me fut résoudre à le donner comme Madame Lambertier avait pour nous l'affection d'une mère, elle en avait aussi l'autorité, et elle portait quelquefois jusqu'à nous infliger la punition des enfants que nous l'avions mérité. Assez longtemps que sentant la menace, cette menace friande, après cette exécution, la trouvait moins terrible. Ah, est-ce que ce châtiment m'affectionna toujours avec elle, c'est qui, et toute ma douceur naturelle pour manger, de chercher la douleur dans la honte même, un mélange de sensualité qui m'avait laissé plus de désir que de crainte et d'éprouver de recherche par la même main. Il est vrai que, comme s'il se démêlait sans doute à cela quelques instincts précoces du sexe, le même châtiment reçu de son frère ne m'eût point du tout paru plaisant. Mais de l'humeur dont il était, ces substitutions n'étaient guère à craindre, et si je m'abstenais de mériter la correction, c'était uniquement de peur de fâcher Madame Lambertier, car tel est en moi l'empire de la bienveillance, même celle de tous les cœurs, enfin naître, et qu'elle ordonna toujours de la loi sur mon cœur. Cette récidive que je joignais sans la craindre arriva sans qu'elle eût de ma faute, c'est-à-dire de ma volonté, j'en profitais, je puis dire en sûreté de conscience. Mais cette seconde fois fut aussi la dernière, car Madame Lambertier s'était sans doute aperçue à quelques signes que ce châtiment n'allait pas à son but, déclara qu'elle y renonçait et qu'il la fatiguait trop. Nous avions jusque-là couché dans sa chambre, et même en hiver quelquefois dans son lit. Toujours après, nous nous fîmes coucher dans une autre chambre, et j'eus désormais l'honneur dont je me serais bien passé d'être traité par elle en grand garçon. Qui croirait que ce châtiment d'enfant reçu à 8 ans par la main d'une fille de 30 a décidé de mes goûts, de mes désirs, de mes passions, de moi pour le reste de ma vie, et cela précisément dans le sens contraire à ce qui devait s'en suivre naturellement. En même temps que mes sens furent allumés, mes désirs prirent si bien le change que, bornés à ce que j'avais éprouvé, ils ne s'avisèrent point que de chercher autre chose, avec un sang brûlant de sensualité, puisque dès ma naissance, je me conservais pur de toute souillure jusqu'à l'âge où les tempéraments les plus froids et les plus tardifs se développent. Tourmenté longtemps sans savoir de quoi, je dévorais d'un œil ardent les belles personnes. Mon imagination me les rappelait sans cesse, uniquement pour les mettre en œuvre à ma mode et en faire autrement de demoiselle Lambertier. Même après l'âge nubile, ce goût bizarre toujours persistant et porté jusqu'à la dépravation, jusqu'à la folie, m'a conservé les mœurs honnêtes qui me sembleraient avoir dû m'ôter si jamais l'éducation fut modeste et chaste. C'est assurément celle que j'ai reçue. Mes 3 tantes n'étaient pas seulement des personnes d'une sagesse exemplaire, mais d'une réserve que depuis longtemps les femmes ne connaissaient plus. Mon père, homme de plaisir, mais galant à la vieille mode, n'a jamais tenu près des femmes qui l'aimaient le plus des propos dont une vierge eût pu rougir, et jamais on n'a poussé plus loin que dans ma famille et dans moi le respect qu'on doit aux enfants. Je ne trouvais pas moins d'attention chez monsieur Lambertier sur le même article, et une fort bonne servante y fut mise à la porte pour un mot un peu gaillard qu'elle avait prononcé devant nous. Non seulement je n'eus jusqu'à mon adolescence aucune idée distincte de l'union des sexes, mais jamais cette idée confuse ne s'offrit à moi que sous une image odieuse et dégoûtante. J'avais pour les filles publiques une horreur qui ne s'est jamais effacée. Je ne pouvais voir un débauché sans dédain, sans effroi même, car mon aversion pour la débauche allait jusque-là, depuis qu'allant un jour au petit Saconex, un petit chemin creux, je vis des deux côtés des cavités dans la terre, où l'on me dit que ces gens-là faisaient leur accouplement. Ce que j'avais vu de ces deux, de ceux des chiennes me revenait aussi toujours à l'esprit en pensant aux autres, et le cœur me soulevait à ce seul souvenir.
Ces préjugés de l'éducation propre à eux-mêmes à retarder les premières explosions d'un tempérament combustible furent aidés, comme j'ai dit, par leur diversion que firent sur moi les premières pointes de la sensualité. N'imaginant que ce que j'avais senti des effervescences de sang très incommodes, je ne savais porter mes désirs que vers l'espèce de volupté qui m'était connue sans aller jamais jusqu'à celle qu'on m'avait rendue haïssable et qui tenait de si près à l'autre sens que je n'eusse le moindre soupçon dans mes sottes fantaisies, dans mes érotiques fureurs, dans les actes extravagants auxquels elle me portait quelquefois. Imagina- j'empruntais imaginairement le secours de l'autre sexe, sans, sans penser jamais qu'il fût propre à nul autre usage qu'à celui que je brûlais d'en tirer. Merci beaucoup d'avoir écouté cette première partie du livre 1 de Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. Si tu as réussi à aller jusqu'ici, mets un commentaire en disant j'ai tenu jusqu'à la fin et bravo à toi. Ceci était évidemment une vidéo du 1er avril. Bonne nuit à vous et faites de beaux rêves.